Idéalement, on essaie de tendre vers de la sobriété. C'est un changement de paradigme en fait. Ouais, c'est le point le plus important dans toutes nos vies humaines. Complète. C'est la recherche du bonheur, et la recherche du bonheur, elle n'est pas vers La surconsommation. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Coup de chaud, un podcast où on parle de l'avenir des sports. On est au café Guidoline à Genève qui nous accueille, merci à eux. On est avec Sébastien Mélan. Toi, tu es un passionné de surf et de tir à l'arc, c'est juste ? Exactement. Ouais. Tu fabriques tes propres planches sans résine synthétique, tu fabriques aussi des arcs et tu cherches des solutions pour fabriquer d'autres équipements. Oui, j'essaye de faire un maximum effectivement pour enlever la chimie des divers produits sans réussir à faire sans zéro chimie, mais j'amène ma petite graine. Ok, tu nous expliqueras tout ça du coup. On est aussi avec Guillaume de Lustrac, tu es consultant indépendant et tu aides les organisations à respecter les exigences planétaires, entre autres. Ça marche ? Tu as de plus en plus de demandes ou c'est compliqué ? Ouais, je manque pas de travail en ce moment, ouais. Et puis on est avec Christelle Garnier, toi tu es prof de yoga. C'est une pratique où on prend soin de soi, de son corps et puis par extension de la planète. Et puis tu organises aussi des retraites de yoga. Oui, tout à fait. Ouais. Et plus récemment aussi, j'ai co-créé des séjours pour les jeunes mamans. Ok, qu'est-ce qui t'a fait t'intéresser J'ai eu un bébé, déjà. Et je pense qu'il y a particulièrement besoin aussi de prendre soin des personnes qui ont moins le temps de le faire. Et je trouvais ça très intéressant d'orienter des séjours aussi autour du féminin. Écoute, c'est parfait parce qu'on est dans le thème, on va parler du fait d'être acteur et actrice dans la transition écologique de son sport. Mais déjà, à titre personnel, qu'est-ce que chacune et chacun vous a fait prendre conscience de ces questions, de ces enjeux ? Je me tourne peut-être vers toi d'abord, Guillaume. Oui, moi, c'est un premier film qui est sorti sur Netflix qui s'appelle Cowspiracy, où on voit vraiment un peu l'ensemble des enjeux autour de l'alimentation. Et je pense que c'est vraiment par cette prise-là. Et puis, j'avais la chance d'avoir vécu au Brésil, où quand j'étais tout petit, j'avais 6 ans, on avait fait une campagne pour sauver les perroquets, enfin une espèce de perroquet. Et en fait, je me rendais compte que par mon alimentation, je participais à la déforestation. Et là, je me suis dit, en fait, j'étais en train de tuer le rêve du petit Guillaume qui était en train de sauver ses petits perroquets. Donc voilà, je pense qu'il y a eu un peu ces deux prismes-là. Et c'est comme ça que, du coup, après, j'ai creusé et j'ai continué d'en apprendre sur l'écologie. Sauver les perroquets qui t'a donné envie de sauver la planète après au Exactement. Christelle, qu'est-ce qui t'a... Je pense que j'ai eu... ça fait longtemps que je me suis posé ces questions sur l'écologie. Après, j'ai vraiment eu le déclic quand j'ai rejoint la défense avec un travail en consulting dans les grandes entreprises où la majorité de mes clients, c'était des boîtes du CAC 40. Puis je me sentais vraiment déphasée avec qui j'étais, en fait. Et donc, j'ai eu une grosse remise en question. Et puis, c'est venu aussi un petit peu avec tous ces documentaires que j'ai regardés. Et le choix, pour moi, de devenir végétarienne a été assez évident parce que c'était un truc simple que je pouvais mettre en place pour moi, comme une première étape. Puis, ça a commencé un petit peu de là. Et après, ça s'est poursuivi avec mon sac à dos, la découverte de l'Inde, du yoga, etc. par la suite. Ouais, toi aussi, c'était le voyage, je crois. Alors moi, ça a été le voyage qui a fini de me faire avancer là-dedans. C'est vrai que j'ai eu l'architecture comme premier métier, où là, j'ai déjà vu qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Donc ça a été ensuite un fil conducteur qui est venu se mettre tout au long de ma vie. Et le voyage, l'océan, c'est vrai que j'allais beaucoup enfant en Charente-Maritime au bord de l'océan. Et à chaque marée, on voit tous les dépôts de débris plastiques ou autres déchets qui arrivent. On voit les lignes de marée marquées par ça. Et c'est vrai que déjà petit, on le voyait. D'année en année, ça augmentait. Et puis, avec le voyage, le sport, le surf, je voyais des planches qui n'étaient pas forcément ultra écologiques dans leur conception, alors que le sport en lui-même est génial, très nature, très libre. Et voilà, petit à petit, j'ai cherché à voir ce que je pouvais, moi, apporter là-dedans pour être plus au clair avec moi-même dans cette pratique. Et comment on fabrique du coup des planches sans résine synthétique ? C'est compliqué en fait ou pas ? Le sans résine synthétique, je suis pas complètement sans résine synthétique. J'essaye d'avoir des résines qui sont le plus organiques possible. La résine actuellement 100% organique est compliquée parce qu'au niveau des résistances, des qualités, y a quand même un petit peu de chimie.
J'ai réfléchi longtemps à faire du sans résine, effectivement en huilant le bois, chose que je pratique au niveau des arcs. J'ai pas envie de vernir parce que j'aime le contact avec la matière. Après, je suis surfeur depuis plus de 20 ans. Je vois comment je suis quand j'arrive au bord de l'eau, que voilà, les conditions sont réunies pour une bonne session. Comme un gamin. Voilà, c'est comme un gamin. Je suis prêt à oublier mon slip pour sauter à l'eau. Note. Voilà, Si vous donc croisez un type sans slip une fois à la plage, c'est peut-être Sébastien. donc c'est vrai que la problématique d'une planche huilée, c'est qu'il faut la huiler régulièrement. Déjà avec un arc, il y a ce côté-là pour l'entretien. Avec une planche, c'est encore plus obligatoire parce que la conception d'une planche en bois, c'est une planche vide. Donc, si elle est mal huilée, l'eau peut rentrer à l'intérieur et dégrader la planche. Donc, imposer ça à un surfeur qui, je pense, une bonne partie seront comme moi, déjà de trouver la bonne wax ou de pas oublier ses dérives ou quelque chose comme ça, c'est déjà pas mal. Donc, c'est vrai que je suis un petit peu revenu en arrière de ça, mais au niveau, en tout cas, du noyau, c'est vrai que c'est du bois, c'est pas du pétrole, donc c'est déjà ça. Cette approche, qu'est-ce que ça fait dire aux consultants ? Non, je pense que c'est une bonne approche. Enfin, c'est pas forcément à moi de juger, mais je veux dire d'un point de vue, je pense vraiment nature, environnement, carbone aussi. Je pense que c'est forcément plus intéressant. Et après, comme tu le dis, quoi, on est toujours un petit peu obligé de faire avec la réalité du terrain. Peut-être qu'il y aura aussi un peu des technologies ou au contraire un peu des low-tech qui se développeront. Donc j'espère que ça aidera d'autres personnes à continuer à aller dans cette direction. Je pense que c'est un super message envoyé. Ouais. Tu me parlais du voyage aussi, Christelle. Oui, là, ça me fait penser aussi par rapport au matériel, tout ce qui est technique. Je trouve que c'est une question qu'on se pose, par exemple, dans le yoga, où on va faire attention au matériel qu'on va utiliser dans les tapis, dans la confection des vêtements. Et c'est toujours difficile de trouver des marques qui sont 100%, parce que quand c'est 100%, parfois, on n'a pas l'aspect technique qui est suffisant, par exemple, sur l'antidérapant au niveau du tapis, des choses comme ça. Donc, on se pose quand même beaucoup ce genre de questions également. C'est toujours intéressant quand même d'essayer de travailler avec des marques qui vont être dans cette démarche-là et qui vont essayer de correspondre à cette démarche au maximum. Mais je trouve qu'on a du mal à trouver du 100% encore aujourd'hui. Donc on espère que petit à petit, ça va se mettre en place. Ouais, ça rejoint ce que tu disais. Le 100%, c'est... Il est toujours dur. Si on veut en plus un produit qui a des caractéristiques techniques qui ont besoin d'être performantes, c'est vrai qu'on arrive souvent à une certaine limite. Alors on a beaucoup de choses qui peuvent être mises en place. Le 100%, on l'espère un jour, mais c'est faire le maximum toujours et puis pas arrêter de rechercher parce que les choses évoluent. C'est vrai qu'au niveau des fibres que j'utilise, j'essaie de plus en plus d'utiliser de la fibre de lin aussi, qui est plus naturelle. Après la fibre de verre, c'est vrai qu'on a une mauvaise vision. Le verre est quand même un produit assez neutre. À ce niveau-là, c'est plus la résine qu'on va mettre avec. Là, de nouveau, j'essaie de faire attention, mais sans complètement m'en couper. Donc voilà, et puis pour les bois... C'est vrai que ça a été un point pour moi important. J'ai appris à shaper au Portugal. Là-bas, j'avais des essences de bois à disposition qui poussent bien dans la région là-bas. Je sais que dans le shape du bois, je suis pas le seul à faire ça dans le monde. Il y a beaucoup d'essences qui sont utilisées, mais qui sont exotiques pour nous. Malheureusement, j'arrive pas à me couper de toutes les essences exotiques, mais pour moi, de le faire en Suisse, c'était de rechercher une essence de bois qui pouvait être trouvée localement. Et c'est vrai que typiquement pour moi, j'ai utilisé le peuplier plutôt que le paulownia parce que le peuplier, je le trouve en tant que bois suisse ou éventuellement européen. C'est un bois en plus qui, dans la construction, est peu utilisé parce que pas si résistant que ça, mais c'était juste suffisant pour l'utilisation d'une planche de surf. Et c'est un petit peu dans cette démarche-là que j'avance, c'est de trouver ce qui correspond le mieux, la bonne balance. Actuellement, j'utilise du balsa pour la légèreté, mais le balsa, c'est pas génial non plus. Qu'est-ce que c'est pour ceux qui... Le balsa, alors moi, c'est un bois que j'ai découvert par l'architecture, un bois très léger, c'est un peu de la tome, si on veut, au niveau résistance. On presse avec les doigts, ça marque. C'est un bois qui est d'origine sud-américaine. Alors, il n'y a pas forcément le contrôle sur l'exploitation. C'est vrai que je suis arrivé là-dedans parce que je le connaissais par l'architecture et je suis en train de gentiment le remplacer par de l'agave. L'agave, c'est au final une plante grasse type aloe vera qui, une fois tous les X années, fait une grande fleur avec une tige qui fait entre 5 et 8 mètres de haut. Et cette tige, c'est pas du bois, mais c'est un matériau fibreux qui correspond à peu près aux caractéristiques du balsa.
Et ayant ma belle famille dans le sud de la France, ben, j'ai vu qu'il y en avait pas mal qui poussaient là-bas. Donc j'ai un peu semé des petites graines partout autour de moi là-bas pour que dès que quelqu'un en avait une, parce qu'ils en font rien derrière, ben, qu'ils me la mettent de côté, je fais sécher ça, puis j'essaie de petit à petit remplacer justement certains matériaux par des trucs un peu plus locaux ou écolos. Alors justement, cet aspect du bois local ou moins local, justement, avec certaines essences qui viennent de loin, Ouais, choisir le moins pire, finalement, c'est... ouais, et je pense que Sébastien amène une réflexion intéressante sur justement la côté performance. Aujourd'hui, on voit de plus en plus qu'il y a des personnes qui un peu se détachent des produits les plus performants possibles parce qu'il y a de plus en plus de sport plaisir, je dirais, ou alors aussi de personnes qui mettent l'écologie d'abord et qui du coup veulent pas forcément le produit le plus performant, mais veulent quelque chose qui respecte l'environnement et c'est pas très grave si on perd un dixième de seconde en vélo, en course à pied ou en surf, je connais un petit peu moins, mais voilà qu'on perd un petit peu de cette performance, mais que d'un point de vue environnemental, on gagne énormément. Donc je suis tout à fait aligné dans cette mouvance. Ouais. Ouais. Mm. Le yoga, on en parlait en préparant cet épisode. Il y a le côté très, très, très vertueux. On prend soin de soi, de son corps. On est plus conscient du coup des enjeux environnementaux, de la planète. Mais on parlait aussi du revers de la médaille. Est-ce que tu arrives à nous expliquer un petit peu ça? Comme dans, je pense, beaucoup de choses, à partir d'un moment où il y a une forme d'engagement, il y a tout de suite la critique qui vient et qui tombe dessus. Et donc, il y a un peu cette image du yogi qui un peu doit être écolo pour cocher certaines cases, parce que dans le yoga, on retrouve des principes de vie, un peu des guidelines éthiques qui nous poussent à nous engager, à faire attention à nos modes de vie, nos modes de consommation. Et du coup, quand on a, par exemple, des retraites de yoga où on part au fin fond du Costa Rica, on prend l'avion pour aller là-bas. Alors certes, on va dans un éco-lodge magnifique, mais voilà, quel est un peu cet impact quand on collabore avec des marques comme Lululemon, qui sont les marques les plus connues dans le milieu du yoga, qui n'ont pas forcément tous les engagements, typiquement sur les matériaux, dans ce qui s'inscrivent pas forcément dans une démarche environnementale. Quel est un petit peu le juste milieu, comment on peut se positionner aussi par rapport à ça. Et c'est pas toujours évident, en fait, de faire... je pense que c'est comme tu dis, Guillaume, c'est vraiment à nous de faire nos choix. Est-ce qu'on va mettre d'abord l'écologie? Est-ce qu'on va d'abord mettre, je sais pas, notre confort, puis se dire, c'est une fois, par exemple, par an qu'on le fait, et puis c'est tout? Est-ce qu'on va mettre un niveau de balance ou est-ce qu'on va partir dans des extrêmes? Voilà, je pense que il faut d'abord qu'on ait cette graine de la conscience écologique avant de se poser... pour pouvoir se poser cette question, parce que la majorité, encore aujourd'hui, je pense, des gens ne se posent pas forcément la question écologique quand ils font la pratique du yoga. Et c'est là où, pour moi, c'est intéressant, cette pratique, c'est que ça nous amène à y penser. Mais c'est pas la première chose à laquelle on pense quand on monte sur notre tapis. Du coup, qu'est-ce que toi, tu as pu mettre en œuvre justement pour avancer dans cette direction-là? Alors, à titre personnel, je pense déjà que dans l'enseignement du yoga, on permet de planter cette première petite graine dans la prise de conscience de soi. En prenant conscience de nous, de ce qui se passe dans notre corps, dans notre esprit, on va être plus averti dans nos relations humaines, dans les relations qu'on va créer avec les autres et notre relation au monde et à toute chose vivante. Donc, il y a un côté vraiment spirituel, je pense, qui a apporté dans ce qui distingue le yoga d'une autre pratique. Et à titre personnel, dans ma démarche au quotidien, ça va être surtout dans le cadre de mes séjours que j'organise, donc les retraites de yoga. Je vais être sur des choix de lieux, par exemple, avec des installations quand même assez confortables, mais qui vont être toujours sauna, jacuzzi au feu de bois, dans des lieux qui vont être locaux, en France ou en Suisse. Je travaille avec une chef absolument exceptionnelle qui a une approche environnementale dans sa cuisine, où elle cuisine tout bio, local, de saison, avec des commerçants locaux de proximité. Donc je pense que ça, on apporte aussi ce côté sur la nourriture, de quoi on nourrit notre corps. C'est un tout, en fait. Voilà, et c'est vraiment une approche holistique globale. Et je pense que par ces séjours, en fait, on arrive à peut-être mettre une petite graine vers cet éveil et cette prise de conscience environnementale. Du coup, les gens qui viennent faire ces retraites, c'est des gens qui sont, disons déjà, convaincus ou qui viennent pour le yoga, pour se détendre, pour se faire du bien, et qui ensuite réalisent que
comme on disait, ça s'inscrit dans un tout. C'est quoi? C'est vraiment des gens déjà convaincus à la base ou Je pense qu'il y a vraiment les on deux. plante les petites graines à chaque Je fois? pense qu'il y a les deux. Je pense que quand même la majorité n'ont pas forcément tous cet éveil et cette prise de conscience écologique. Ça va être d'abord une démarche très individuelle de prendre soin de soi, de faire une pause dans sa vie, de souffler un peu, voilà, ou alors de curiosité, de découvrir la pratique du yoga un peu plus profondément qu'en 1 heure de cours entre midi et 2 quand on est en train de courir dans son travail. Donc je pense que c'est dans ces séjours qu'on a vraiment le temps de faire ça, de comprendre qu'en prenant soin de sa vie intérieure, en fait, on prend soin de tout son écosystème et aussi de l'environnement qui nous entoure. Et j'espère, en tout cas, qu'on ressort de ces week-ends en ayant un peu plus d'éveil et de prise de conscience globale. Après, ça serait intéressant de faire une édition spéciale écologie, mais pour l'instant, voilà, ça reste sur d'abord la prise de conscience de sa vie intérieure. Et toi, quand tu vas surfer avec tes planches homemade, en slip ou pas, manifestement, hein, est-ce que petit à petit, il y a des gens qui viennent te voir, qui te disent « Ah, qu'est-ce que c'est? Elle n'est pas comme d'habitude. Est-ce que je suis curieux, je suis curieuse ?» Oui, alors c'est vrai que j'ai eu la chance de voyager assez loin et pendant une certaine période avec une planche en bois, ma toute première. Et c'est vrai que ça a été même un guichet d'entrée sur certains spots où il y avait un peu du localisme. Ouais. Et le fait de voir tout d'un coup quelque chose d'autre a permis d'engager la discussion. De là, de fil en aiguille, « Ah, c'est toi qui l'as faite. Ah, c'est génial. Tiens, viens avec nous. » Après... Au niveau prise de conscience, je dirais pour ça, il y a 2 catégories de surfeurs. Il y a celui qui a cette vision, je veux un jour être le pro surfeur, je veux surfer aussi bien que tel ou tel idole. Cette personne-là, il aura un peu plus de peine à faire un pas vers un produit différent de ce qui se fait dans l'industrie du surf. Et puis après, il y a le surfeur un peu quelque part comme moi, si j'ose dire, qui aime le surf pour tout ce qui va autour, non seulement la session dans l'eau, bien sûr, elle est essentielle quand même au surf, mais de ce qui englobe cette session, du spot, de la nature qu'on va y trouver, des rencontres qu'on va y faire. Voilà, moi c'est vrai, vivant en Suisse, j'ai besoin de voyager pour pratiquer ce sport. En Suisse, c'est compliqué quand même, le surf. Hein. Alors, on peut se faire quelques sessions, typiquement sur le lac, en hiver, quand il y a une bonne bise bien posée, mais faut vouloir. J'adore les faire, parce que ça me fait mon petit surf local. C'est un beau paysage quand on a les montagnes enneigées, mais c'est pas pareil quand même. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté où ça va plus toucher une catégorie de surfeurs qui voient plus loin que juste la performance de sa session. Là, à ce niveau-là, moi, c'est vrai que c'est là où je cherche à œuvrer. C'est à faire une planche qui permet effectivement, comme tu le disais précédemment, qui permet une vraie bonne pratique, mais qui n'est pas exactement la planche de l'industrie du surf. C'est vrai qu'en faisant une construction en bois, je suis un tout petit peu plus lourd. C'est quelques centaines de grammes sur la planche, mais pour certains, ça fait la différence. Je comprends, un pro, en tout cas, il le verra. Je dirais que 90% des surfeurs ne verront pas la différence à l'eau, éventuellement si la marche est longue pour arriver à la plage. Mais voilà, je recherche un produit qui va procurer du plaisir, des sensations, qui va être fluide à l'eau, bien se comporter. Mais voilà, je sais que je peux pas être parfait, donc du coup, je vais toucher quelqu'un qui a plus une ouverture à tout ce qui va aller autour de ça. Oui, comme ce que Christophe disait, ça s'inscrit dans un tout, quoi. Exactement. Et ce tout, oui, on arrive à trouver des super performances. Avec ces planches, on peut prendre un tube, on peut faire des manœuvres radicales. Après, qui va être le surfeur professionnel? Parmi le 99%, je pense, des surfeurs dans 99. l'eau. 99, pardon, c'est mon petit côté suisse. Parmi le 99%, effectivement, des surfeurs à l'eau, ça va être jamais. Et puis, il y a un petit pourcentage qui va pouvoir grappiller. Puis, il n'y a que 44 meilleurs surfeurs du monde qui se battent le tour. Puis voilà, c'est rien par rapport au public dans l'eau. Et après, peut-être un point aussi important, c'est que je pense que l'écologie n'est pas forcément
tu vois, à l'inverse de la performance. On a vu aujourd'hui dans le monde du sport, il y a justement, on parlait de séries un peu, il y a Game Changers sur Netflix qui montrait que justement les véganes sont pas moins forts et au contraire, ça aide notamment dans la performance sportive, surtout en ultra-endurance notamment. Donc ouais, je pense que c'est pas forcément... Enfin, faut aussi déconstruire ça sur le fait que c'est pas forcément, ça va pas forcément à l'inverse de la performance. Ça peut aussi favoriser la performance. Et par rapport aux gens que toi, tu accompagnes justement vers cette transition, qu'est-ce qu'ils te demandent? Qu'est-ce qu'ils viennent rechercher? Alors, ça dépend. Il y a la plupart des entreprises, ça va d'abord être le carbone, donc les émissions carbone. Et du coup, là, tout ce qui est émissions carbone, on touche au climat. Mais le climat, c'est une des 9 frontières planétaires que d'ailleurs on a dépassé. On a dépassé 6 frontières planétaires sur 9. Et donc, dans les autres, il y a le cycle de l'eau, la biodiversité. Voilà, ça, c'est des frontières qu'on a aussi dépassées. Donc, c'est important, et c'est ce que j'essaie de toujours rappeler, que le climat, c'est une des 9. Et donc, il ne faut pas oublier les 9 autres, quoi. Si on réfléchit juste, par exemple, sur l'agriculture biologique, d'un point de vue carbone, c'est à peu près kiff-kiff avec du non-bio. Mais côté biodiversité, ça n'a rien à voir, quoi. Donc voilà, il faut un peu essayer de prendre ces 9 critères en compte, quoi. C'est quoi les choses que tu leur proposes de mettre en place très concrètement? Ça va vraiment dépendre. Là, en ce moment, j'essaie d'accompagner de plus en plus de territoires sur la montagne et d'événements, surtout des événements sportifs. Je pense que le premier truc pour les événements sportifs, vu que c'est là qu'est le gros des émissions et le gros de l'impact, c'est les déplacements. Donc, comme le disait Christelle, voilà, quand on organise une retraite, un yoga ou voilà, n'importe quelle compétition, c'est favoriser autant que possible les transports en commun, les mobilités douces. Par exemple, j'ai co-créé une aventure à vélo qui s'appelle la Poco Loco. Et dessus, on interdit aux gens, on est le premier événement sportif, à interdire aux gens de venir et de repartir en avion. Parce qu'on veut limiter l'impact et donc obligé de bosser là où c'est le plus important, quoi. Ouais, essayer d'être plus local en fait, de manière générale. Donc peut-être pas faire des retraites au Costa Rica, mais davantage dans le sud de la France, par exemple. Essayer de trouver des essences plutôt européennes que sud-américaines, par exemple. Exactement. Et nous, si chacune et chacun a envie de s'améliorer, chacun à son échelle, parce qu'on n'a pas forcément tous déjà les mêmes pratiques sportives, qu'est-ce que vous nous conseilleriez de faire? Alors, sur l'empreinte carbone, là, si on prend juste d'un point de vue climat, mais sur l'empreinte carbone d'un Français ou d'une Française, on est à 10 tonnes d'équivalent CO2 par an. Il faudrait qu'en 2050... On baisse à 2. On baisse à 2. Ouais. Donc, il faut qu'on divise par 5. Compliqué. La route est longue. Voilà. Et donc, les 2 premiers postes les plus importants pour une personne moyenne, c'est la voiture, l'utilisation au quotidien de la voiture pour aller au travail, pour aller à sa salle de sport, etc. C'est vrai, du coup, essayer de le remplacer autant que possible. Et on voit que pour beaucoup de personnes, souvent, on est à moins de 20 km de son travail. Voilà, donc là, il y a des solutions de vélo électrique, par exemple, ou autres, si les transports en commun, si on pousse les transports en commun à se développer. Et le deuxième, c'est la viande, c'est la consommation de viande. Donc, essayer de passer au moins végétarien, on va dire, ou de réduire autant que possible. Voilà, les 2 premiers trucs sur lesquels on peut jouer, c'est vraiment ces 2 choses-là. Tu confirmes? Oui, je confirme. Je pense aussi que le lien avec le yoga, ça va être de... typiquement, si on suit tous les 2 points que tu as dit et qu'on se met ça sur un week-end de yoga, ça veut dire on va prendre le transport en commun ou un covoiturage pour aller sur le lieu de la retraite. On va découvrir qu'en fait, on peut manger super bon, super coloré, de saison, de la très bonne nourriture protéinée, parce qu'on fait quand même du sport en ayant un régime végétalien ou végétarien. Et puis, en même temps, on va prendre soin de soi et donc, on va comprendre que c'est important de vivre dans le respect de notre environnement et que pour ça, la première étape, c'est de changer ce qui se passe dans nos vies et nos modes de vie. Et donc, dans un monde idéal, on revient le dimanche, puis on met tout ça en œuvre chez soi pour avoir des modes de vie un petit peu plus respectueux de l'environnement et plus sains. Sébastien, tu as des tips, toi aussi, pour les gens qui nous écoutent? Alors, c'est sûr que le point alimentaire, ça, je pense qu'il concerne tout le monde, le surfeur comme un autre. Après, c'est vrai que dans la pratique du surf, surtout quand on n'est pas proche d'un spot, ça va être peut-être de rationaliser ses voyages.
C'est vrai qu'il y a quelques années, pas mal déjà maintenant, j'avais tendance à vouloir, dès que j'avais un week-end prolongé, foncer sur la côte. Ben, le premier pas, ça a été de me dire, ben, j'y vais moins souvent, Mais j'y vais mais plus peut-être longtemps. plus longtemps. Mm. Et voilà. Ben, on a l'impact des placements qui se réduit sur le nombre de jours passés sur place. Puis après, ben, effectivement, on a des océans, c'est quand même une des plus grandes surfaces, c'est la plus grande surface de notre planète. Donc des vagues, il y en a à énormément d'endroits. Mhm. On n'est pas obligé de chercher celle du magazine et d'aller dans le spot à l'autre bout du monde pour se faire plaisir. Voilà, moi je le dis, en Méditerranée, on a des conditions qui permettent déjà des choses fantastiques. Il y a l'océan Atlantique, il y a même le lac ici. Et puis après, peut-être une autre chose aussi, moi ça a été une démarche, c'est que oui, je suis venu dans la glisse aquatique par le surf, mais à un moment, ben voilà, j'étais en Suisse. Je suis devenu artisan, j'étais architecte avant, ça m'a quand même un peu réduit mes revenus annuels. Ben, c'était qu'est-ce que je peux faire pour me faire plaisir, continuer à avoir des bonnes sensations, tout en restant plus local aussi dans ma pratique. Puis ben, en Suisse, en France, on a beaucoup de lacs, Mhm. on a du vent. Et puis ça a été de découvrir un autre sport qui me... Kitesurf, par Voilà, exemple. alors voilà, moi ça a été la wing foil ou la pumping pour quand il n'y a pas de vent. Donc le duck start ou la pumping, ça dépend des origines. Donc ces petites planches où on saute depuis le bord et puis on active en fait le foil en faisant des hauts-bas quelque part pour avancer. Et ces pratiques m'ont permis d'avoir moins envie d'aller régulièrement aussi, tout en ayant des sensations. J'ai découvert d'autres sensations qui me plaisent presque tout autant, qui sont un petit peu différentes. C'est quand même un petit peu moins simple au niveau du matériel que le surf. Le surf, c'est sa planche, on saute à l'eau, il y a les vagues, et voilà. Là, il faut sa planche, le vent, une aile, tout ça. Bah, justement, ça aussi, tu les fabriques toi-même? Alors non, moi je fabrique que la planche. C'est vrai que de nouveau, pour la rationalisation du travail, ma valeur ajoutée, elle se fait sur la planche en bois, réellement. Et pas sur un foil. Là, c'est de l'ingénierie, c'est d'autres matériaux. Il y a un moment où le côté performance, je ne l'aurais pas du tout en cherchant à créer ça. Donc, j'ai mis ça de côté. Puis Ça marche pas, ça en coule? Non, ça c'est. Il y a eu quelques modèles. Hein, j'ai pu en voir. Ça peut se faire, mais on n'arrive pas aux performances d'un foil qui est développé par vraiment des ingénieurs. C'est vrai que là, au niveau du foil, on est dans la conception presque aéronautique, mais c'est hydrodynamique. On cherche un avion. Puis voilà, tout le monde peut faire un petit avion en papier qui vole un peu, mais pas tout le monde peut se construire son avion pour aller dedans puis s'envoler. Donc du coup, je me suis dit, à un moment, je travaille le bois. J'ai cette conception, cette notion de la construction d'une planche. Je m'arrête là, ça me prend déjà bien assez de temps. Trop se diversifier, on se perd aussi. On se perd, ouais. Du coup, laissons ça à d'autres. Et puis après, moi, j'utilise selon mes convictions pour les marques que j'utilise. Si du coup, chacune et chacun essaie de faire quelque chose, on essaye de tendre vers quoi, finalement, selon vous? Alors, idéalement, on essaie de tendre vers de la sobriété. Je pense que c'est vraiment le premier truc, la première règle, c'est de tendre vers le moins. Aujourd'hui, c'est prouvé que plus on consomme, plus on va émettre, plus on va polluer, plus on détruit un petit peu notre planète. Donc, c'est un peu shifter de business model, par exemple, vendre moins de produits et passer plutôt sur du service, de la location. Ce que fait d'ailleurs Decathlon, ce que propose de plus en plus, de la seconde main aussi. Voilà, c'est essayer d'avoir le moins de neuf, le moins de construction, de production, et plutôt de passer sur du service, de la location, de la réutilisation. Voilà, un peu tous les principes d'économie circulaire, et puis moins, quoi. Ouais, c'est aussi possible ça dans le yoga. C'est quoi finalement le lien entre le yoga et justement ce rapport à la nature? Alors déjà, il y a une notion que j'aime bien dans ce que tu as dit, c'est la sobriété. Si on complète, on parle de sobriété heureuse. Et je pense qu'en yoga, on a la recherche de l'harmonie, en fait, tout simplement. L'harmonie entre le corps, l'esprit. Yoga, la racine, c'est yuj, donc ça veut dire l'union entre le corps, l'esprit, entre soi et les autres, entre soi et l'environnement.
c'est une pratique ancestrale qui s'est inspirée de l'observation de la nature en fait pour être créée. Toutes les postures de yoga ont des noms d'animaux, le chien tête en bas, chat, vache, chameau, ou des postures inspirées de la nature, l'arbre, la montagne, etc. Donc on retrouve vraiment cette notion d'être en phase avec notre environnement extérieur et cette recherche de bien-être et d'harmonie. Et je pense effectivement qu'un des leviers aussi très fort, c'est cette réduction de consommation, c'est le passage aussi à l'action. Pour certaines personnes, il peut être très compliqué. Et si on ne prend pas le temps d'identifier ce qui cloche et ce qui ne va pas dans nos comportements en fait, quotidiens, nos habitudes, on ne pourra pas avoir ce déclic pour passer à l'action. Ouais, c'est vraiment important ce que tu dis de compléter comme ça. C'est-à-dire que la sobriété, le moins, en fait, c'est moins de superflu, mais pour se recentrer à l'essentiel. Ouais. Et je pense que ça va un peu avec le yoga. Et c'est moins de consommation, mais c'est plus de bonheur. Je pense profondément qu'on est aligné sur ça et que c'est vraiment plus de tendre vers le bonheur. Alors là, je vais peut-être vous poser une colle parce qu'on est sur, entre le yoga et le surf, deux sports vraiment connectés à la nature, on va dire. Si j'ai envie, moi, d'être plus sobre dans ma pratique sportive, on va dire le tennis, par exemple, qu'est-ce que vous me conseilleriez de faire? Fabriquer ma propre raquette? Je suis pas sûre d'y arriver. Non, ça va être de réfléchir, je pense, à son équipement, où aller le pratiquer. Pour moi, le tennis, c'est pas un sport dans une pratique individuelle comme ça. On parle pas de compétition, évidemment, mais on a besoin d'un terrain qui peut être sobre. On n'a pas besoin d'un grand stade, voilà, de le pratiquer peut-être Moi, je plutôt ne de joue pas jour que souvent à de Roland nuit. Garros, j'avoue. Non, mais des choses comme ça. Son alimentation vient toujours. Pour moi, ce terme de sobriété, il n'est pas que seulement dans les activités qu'on pratique, il est dans notre vie en général. On essaie, je pense, chacun d'avoir un impact par rapport à notre spécialisation, parce que on est dans un monde où il nous faut un travail. Puis ce travail, c'est une branche, mais je pense que chacun d'entre nous ici cherche à appliquer tous ces concepts à sa vie de tous les jours. Et je pense qu'il est là le point le plus important. On entend dans tous les médias, ouais, il faut faire quelque chose contre le climat, la consommation, les voitures, les machins. Puis à côté de ça, on cherche pas à ce qu'on consomme moins. On cherche toujours, un pays va bien parce que la croissance, Ouais, on parle toujours de croissance, parce que finalement. la consommation fonctionne, parce que si ça... Et non, c'est effectivement le point de rationaliser sa consommation, mais que ce soit dans tout, dans la nourriture, pas de gaspille, dans les consommations d'objets, de loisirs, de choses comme ça, elle est essentielle, d'habits. On a besoin d'habits, mais est-ce qu'on a besoin de les changer à chaque saison parce que la mode, tout d'un coup, c'est plus cette couleur, c'en est une autre? Voilà, c'est d'essayer de faire ses petits pas, sa consommation dans son chez-soi. C'est pas parce qu'on met des LED que ça consomme moins qu'on peut en mettre plus. Ça, sujet confronté dans l'architecture. Chaque fois qu'on amène quelque chose où on se dit on va consommer moins, on en met plus. Ouais, donc finalement, ça s'annule. Exactement, la consommation C'est finale. l'effet rebond, Et ouais. voilà. Ouais. Et puis, je pense que là, dans cette sobriété, c'est de réfléchir plus loin et de penser à l'énergie grise. L'énergie grise, c'est donc l'énergie qu'il faut pour extraire les matériaux pour fabriquer un objet, puis pour l'utiliser, et derrière pour le recycler ou l'éliminer. Et souvent, on nous parle que de la phase utilisation. Puis on est là, c'est génial, regardez, ça consomme pas, ça émet pas, puis effectivement, le point carbone est souvent le point visé. Mais ce qu'il a fallu comme énergie pour le fabriquer et derrière pour le recycler, péjore au final ce gain sur l'utilisation. Et donc, c'est d'arrêter d'aller vers la simplicité, c'est de réfléchir par soi. C'est ce que je pense les gens ont le plus besoin de faire maintenant. C'est un changement de paradigme, en fait. Ouais. Oui. Ouais. Et puis de revenir effectivement à l'essentiel. Qu'est-ce que le bonheur? Et je pense que c'est le point le plus important dans toutes nos vies humaines. Complète. C'est la recherche du bonheur. Et la recherche du bonheur, elle n'est pas vers La surconsommation. elle n'est pas vers la surconsommation, elle n'est pas forcément vers la richesse. Oui, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il peut faciliter de temps en temps, mais pas que. Je pense que les personnes les plus pauvres à travers le monde sont souvent les plus heureuses parce qu'elles ont le bonheur de l'essentiel. Moi, je le découvre avec mon fils qui, le matin, voit un beau lever de soleil. On a la chance d'avoir une chouette vue depuis la maison. Puis quand il s'émerveille sur les couleurs, voilà, ça, c'est le bonheur. Il n'y a rien besoin, il y a juste besoin de regarder.
on n'a rien eu à acheter pour ça. C'est la nature nous amène plein de bonheur autour de nous. Et c'est pour moi ce côté-là. Je pense que cette notion d'émerveillement, on la retrouve beaucoup dans le yoga parce que quand on allie la pratique sportive avec les exercices de méditation, de visualisation, d'introspection, en fait, on atteint ces états un peu de contemplation. Et en atteignant cette contemplation, souvent, on redécouvre comme un enfant ses merveilles pour la première fois devant une feuille. Enfin, je sais que mon fils, en ce moment, il voit les choses qui bougent et comme ça pendant des heures. Et en fait, cet émerveillement-là, je pense qu'à n'importe quel stade de nos vies, à n'importe quel âge, on peut y revenir. Et ça nous permet de reprendre conscience avec tout ce qui nous entoure, avec le vivant, et vraiment de vivre plus au rythme de la vie avec un grand V et pas au rythme qu'on impose dans nos vies, en fait, qu'on nous impose. Et je pense que cette question de respect aussi de l'environnement, du respect du rythme, des saisons, etc., ça contribue à revenir à cet essentiel-là. Et certes, dans le sport, par exemple, par rapport à ta question initiale, oui, on va pas forcément construire sa propre raquette de tennis, mais ce qui est important... En tout cas, moi, j'y arriverai pas. Je vais peut-être te demander de m'aider. Ce qui est important, c'est tout ce qui va autour, en fait. Quelle est ta démarche quand tu vas faire le tennis, les relations sociales que tu vas créer avec les autres, la capacité d'être en présence pendant que tu fais ton sport, peut-être les partenariats que tu vas faire autour de ce sport-là. Est-ce que c'est des partenariats qui ont quand même un impact, qui sont responsables, qui contribuent toujours dans une démarche qui va vers le positif, vers le mieux, et pas d'être... aveugle en fait à ce que tu fais et donc d'être pas en conscience pour moi. C'est joli, je crois qu'on va se quitter sur ces notions de bonheur et d'émerveillement. Ce sera pas mal pour le mot de la fin. Bon, je vous remercie en tout cas pour tous ces échanges, pour vos inspirations. J'espère que vous avez pu aider les personnes qui nous écoutent. On remercie encore le Café Guidoline à Genève qui nous accueille. Merci encore une fois. Et puis on dit au revoir à la caméra. C'est celle-là, la caméra. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.